Très bonne fête à tous les musulmans du Rwanda, d'Afrique et du monde pour cette fête d'Aïd Filtri. Tout de suite, les titres de cette grande édition. Les musulmans du Rwanda se sont joints au reste du monde pour célébrer la fin du Ramadan. La prière du jour au niveau national s'est tenue au stade Pelé de Kigali tôt ce vendredi matin. Retour sur l'histoire tragique du pays à 29 ans. Le 21 avril 1994, le gouvernement génocidaire continue à mettre en œuvre son plan d'extermination des Tutsis dans toutes les régions du pays. Au Soudan, les 5 millions d'habitants de Khartoum ont commencé ce vendredi une 7e journée sous les fracas de raids aériens, des explosions et des combats de rue. Les musulmans du Rwanda se sont joints au reste du monde pour célébrer la fin du Ramadan. La prière du jour au niveau national s'est tenue au stade Pelé de Kigali tôt ce vendredi matin. Le point avec Jean Damascène, Manichim. Tôt ce matin, des mouvements de va-et-vient des musulmans en tenue de fête au visage rayonnant de joie s'observaient un peu partout dans le pays pour célébrer la fin du mois de Ramadan. La fin du Ramadan est une occasion de rendre grâce à Dieu pour tant de merveilles, estime-t-il. De façon particulière, la communauté musulmane du Rwanda se félicite de la liberté du culte dont jouissent les musulmans aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant la libération du Rwanda en 1994. Au Rwanda, avant le génocide des Tutsis, nous n'étions pas libres comme aujourd'hui. Nous vivions dans l'isolement. La fin du Ramadan n'était pas une fête. La journée n'était pas fériée au niveau national comme aujourd'hui. Ce changement est donc pour nous une occasion de rendre grâce à Dieu. Maintenant, nous avons une nouvelle vie. Avant, c'est comme si on ne vivait pas. Nous jouissons de la liberté du culte en tant que musulmans. Notre gratitude au président de la République Paul Kagame qui nous a permis de célébrer chaque année de grandes fêtes musulmanes. Cette fête de la fin du Ramadan est la Tabaski. Le Mufti du Rwanda a rappelé aux musulmans de maintenir les fruits de cette période du jeûne du mois de Ramadan en s'adonnant toujours à la prière. Mon message particulier aux musulmans, c'est que Dieu n'existe pas seulement pendant le mois du Ramadan, mais plutôt éternellement. Les actes de charité ne se limitent pas à ce mois du Ramadan, mais doivent caractériser toute la vie. Ce sont ces actes qui nous accompagneront et détermineront notre sort, à la fin des temps, soit le ciel, soit l'enfer. Ainsi, il ne faut pas renoncer aux bonnes pratiques avec le Ramadan, mais plutôt redoubler d'efforts jusqu'à la fin, déterminée par Dieu. Pendant le Ramadan, la communauté musulmane du Rwanda organise de nombreux actes de charité envers les démunis et d'assistance particulière aux rescapés du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les résultats du 5e recensement général de la population de l'habitat au Rwanda montrent que les musulmans constituent 2% de la population rwandaise, estimée à plus de 13 millions actuellement. Sur le continent, 45% des Africains sont de confession musulmane, soit un tiers des musulmans du monde entier. Parlons à présent politique. Le Rwanda réitère une fois de plus que la seule voie de la résolution du problème de sécurité régionale est la coopération entre toutes les parties impliquées dans la crise et la mise en œuvre de la feuille de route de Nairobi et de Luanda. Cette position a été une fois de plus présentée au cours d'un briefing au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la région du Grand Lac par l'ambassadeur Claver Gatete, représentant permanent du Rwanda auprès de l'ONU. Les actes de violence, de harcèlement et des discours de haine contre les personnes d'expression Kinyarwanda, particulièrement les Tutsis en République démocratique du Congo, se multiplient depuis quelques années. Toutes ces atrocités sont commises
sous les yeux du gouvernement de Kinshasa et certains officiels soutiennent ces atrocités et les groupes terroristes qui sont derrière tous ces actes. S'adressant au Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur Claver Gatete a souligné que ce problème de sécurité en RDC est principalement causé par la non-réaction du gouvernement de ces pays et qui n'apporte pas de solutions à temps aux différents défis du pays. The President of DRC, His Excellency Félix Tshisekedi, on the 13th April, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi, le 13 avril dernier, au cours d'une interview, alors qu'il recevait son homologue suisse à Kinshasa, a déclaré qu'il ne négociera jamais, comme il a dit dans ce propos. Je ne vois pas comment nous aurons un jour un dialogue avec les M23. Cela signifie de montrer que la RDC continue d'entraver les efforts des différents pays du continent et de la région pour établir la stabilité et la paix à l'est du Congo. Certains experts politiques ont fait part de leurs inquiétudes quant à la réticence du gouvernement de la RDC à résoudre ce problème de sécurité. Il y a un parti qui ne suit pas. À cause de cela, on a vu que le M23 est prêt à suivre. Comme vous avez vu, leur retrait dans certains des territoires qu'ils avaient conquis. Et ces retraits devaient être encouragés par le gouvernement de la RDC, ainsi à rejoindre la table de négociation. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Et cette situation peut mettre le feu aux poudres et provoquer de nouveaux affrontements. Un autre point évoqué lors de ce briefing du Conseil de sécurité de l'ONU sur la région du Grand Lac, la collaboration clairement affichée du gouvernement de Kinshasa et le groupe terroriste des FDLR. L'ambassadeur Gatete est revenu sur l'inquiétude de la région face à cette collaboration entre Kinshasa et ces groupes terroristes qui a perpétré les génocides contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Je tiens à vous rappeler que les FDLR, un groupe reconnu par l'ONU comme groupe terroriste, a commis un génocide et que ce groupe a encore son mot à dire en RDC. D'ailleurs, le fait en soi que ce groupe de FDLR, sanctionné par l'ONU et qui collabore avec un gouvernement, en l'occurrence celui de Kinshasa, est un crime. Récemment, ce groupe a continué à répandre son idéologie du génocide qui a abouti à la mort des milliers de Tutsis au Congo. Ceci en plus des attaques meurtrières menées aux frontières avec le Rwanda. Je pense que vous vous souvenez que la conseillère du secrétaire général en rapport avec les génocides au sein des Nations Unies, Madame Alice Delutu, avait montré plusieurs documents qui démontrent les différentes activités des FDLR, ce qui peut entraîner une autre tragédie, un autre génocide en République démocratique du Congo. Actuellement, la situation à l'est de la RDC s'est aggravée. Et avec les déclarations du président Félix Tshisekedi, selon lesquelles il n'y aurait pas de négociations avec le groupe rebelle M23, et pourtant ce groupe rebelle a déjà montré sa bonne voie en se retirant de certaines régions conquises. Les Congolais d'expression Kinyarwanda qui ont trouvé refuge dans le pays, c'est-à-dire au Rwanda, plus précisément dans le camp de Kamila, en district de Rubavu, sont satisfaits de la manière dont ils ont été reçus et de la protection dont ils ont bénéficié de la part des autorités rwandaises. Les camps de réfugiés de Nkamira, district de Rubavu, abritent des réfugiés congolais d'expression Kinyarwanda. La majorité d'entre eux sont des enfants, plus de 2500. Dans l'après-midi et le soir, ces camps sont animés par des jeunes. Certains jouent au football et d'autres à la danse. Il existe également des salles de classe pour les élèves de la maternelle jusqu'à l'école secondaire. Certains qui apprenaient en français apprennent désormais leurs cours en anglais. Good morning. Nous apprenons en anglais.
Bonjour, comment allez-vous? Pouvez-vous me donner de l'eau? Aujourd'hui, on peut même parler en anglais et je comprends tout. Et c'est une réelle opportunité pour nous. Au camp des Hamila, certains parents que nous avons rencontrés et qui sont venus faire vacciner leurs enfants s'est dit heureux de soins prodigués. Les maladies les plus présentes ici, ce sont des maladies pulmonaires. Et les enfants souffrent souvent de ces genres de crises à cause du climat. Dans ce camp, l'eau et l'électricité sont disponibles et l'état d'hygiène est suffisant. Des écoles de la maternelle au lycée ont été prévues. Le camp de Ngamira dispose de 35 abris, dont chacun se compose de 20 chambres. Chaque chambre accueille 8 personnes, ce qui signifie que chaque bâtiment abrite 160 personnes. Actuellement, le camp de Ngamira accueille plus de 4400 réfugiés, dont 685 hommes et plus de 1200 femmes et 2520 enfants. Les chiffres fournis par la direction du camp montrent qu'au moins 30 réfugiés sont accueillis chaque jour. Parlons santé à présent, au moment où le monde traverse de crises perpétuelles qui mettent en mal la vie de la population. Les spécialistes de la santé mentale préviennent contre les risques de tomber dans la dépression et d'autres pathologies liées à l'incertitude de l'avenir. Le docteur psychiatre Vizosa souligne que la jeunesse constitue la catégorie la plus exposée à ces risques, raison pour laquelle elle nécessite un accompagnement particulier. Être humain a 24 heures dans la journée. Et la manière dont il gère ces 24 heures déterminera ce qu'il sera demain. S'il fait des mauvais choix aujourd'hui, dans les 24 heures qu'il a chaque jour, eh bien, demain sera hypothéqué. Mais s'il fait des bons choix, il met en action ses idées aujourd'hui, il cherche des connexions aujourd'hui, il cherche des solutions en lui et autour de lui, au lieu d'être négativiste et pessimistique, très souvent, ça l'aide aussi à bien occuper le temps et à éviter ces maladies comme la dépression qui sont aussi appelées des chronopathologies. Chronos, c'est le temps, c'est-à-dire des maladies qui sont dues à l'ennui, au fait qu'on n'est pas occupé, et donc on va prendre la drogue, on va prendre l'alcool, parce qu'une des raisons dans la jeunesse qui amène beaucoup à consommer l'alcool et la drogue, c'est souvent soit le manque d'affection qu'ils ont trouvé dans la famille, soit les violences domestiques qu'ils voient, la maman dont est victime, ou l'atmosphère même négative de la famille, et donc ils vont chercher cette atmosphère apaisante et sociale chez des pères qui ont cette mauvaise habitude de consommer l'alcool et consommer la drogue, et ils développent ainsi la maladie mentale. Chez les jeunes, il y a aussi le fait que les jeunes, surtout les jeunes urbains, ne donnent pas de la valeur aux petites choses. Ils ne donnent pas de la valeur aux petites choses. Ne négligent pas les petits commencements. Il faut toujours commencer par un pas. Il y a Bouddha qui avait dit que le plus long des voyages commence toujours par un seul pas. Le pas de la décision, le pas de l'action. C'est-à-dire que les grandes réalisations de demain commencent par des petits pas un à un. Mais très souvent, notamment la jeunesse en ville, ils ne veulent pas se mouiller. S'il y a une opportunité de faire peut-être la mécanique ou bien le lavage des voitures. L'autre jour, j'étais en train de suivre un témoignage d'un monsieur qui lavait les voitures. Aujourd'hui, il a bâti sa propre maison. Il est bien, il est autonome. Donc, c'est dire qu'il ne doit pas négliger les petites choses. Commencer par les petites choses à partir des idées qu'ils ont et puis les développer progressivement. Et savoir aussi développer le contentement de ce qu'ils ont. De la grâce d'avoir un pays où il y a la sécurité, où il y a la paix, d'avoir des parents par exemple s'il y en a, ou d'avoir des opportunités, même si ça n'arrive pas à tout ce qui peut le satisfaire, être déjà content du moment présent. Le moment présent, c'est ça qui va déterminer demain. Et hier est déjà passé, il est notre enseignant, dont nous tirons des enseignements, mais nous devons bâtir aujourd'hui ce que nous serons demain. Et au lieu de nous préoccuper, pour que la peur de demain nous paralyse, nous devons bâtir aujourd'hui, prendre des décisions, faire des choix et des actions qui vont nous bâtir un meilleur lendemain. Car tant que l'on vit, il y a de l'espoir.
Tant qu'on vit, il y a de l'espoir, nous a dit donc le docteur Bizoza, psychiatre à l'hôpital neuropsychiatrique de Ndera. Toujours en ce qui concerne la santé, pour la première fois au Rwanda, à l'hôpital militaire de Kanombe, des opérations liées à la chirurgie partielle du foie et au traitement des tumeurs suspectées d'être cancéreuses ont été réalisées. Ces interventions entrent dans le cadre de la coopération belgo-rwandaise visant à faire avancer la chirurgie des maladies abdominales dans le pays. Dr Christian Nyonzima, spécialiste en chirurgie gastro-intestinale à l'hôpital militaire de Kanombe, explique qu'il existe des symptômes que présentent les personnes atteintes d'une maladie de foie, comme la diarrhée et la constipation. Le médecin spécialiste en gastro-entérologie, le professeur français Jean-Marc Régibou, affirme que la chirurgie des maladies gastro-intestinales nécessitant une intervention chirurgicale offre une chance de guérison si elles sont détectées à temps. Et donc, dans la chirurgie hépatique, il y a beaucoup de règles de sécurité pendant l'intervention. Puis, on décide d'enlever, de réséquer la partie malade. Et là, il faut laisser un certain volume de foie suffisant pour que le patient puisse continuer à vivre. Si on fait ça, eh ben, le patient continue à vivre, il n'y a pas de complications. Et on enlève jusqu'à un tiers, la moitié du foie. Et vous savez, tout le monde sait que le foie a la capacité remarquable de régénérer, c'est-à-dire que le volume va grossir après l'intervention pour permettre au patient de continuer à vivre sans avoir de problèmes comme une jaunisse ou des infections. Et le foie a cette capacité remarquable de régénérer quasiment la moitié de ce qu'on a enlevé dans la première semaine. Donc c'est très connu, il y a des mythes là-dessus, mais c'est très très connu et c'est une capacité remarquable. Et alors, les patients pensent que le foie va revenir exactement pareil, pas du tout. C'est un peu comme, malheureusement, quelqu'un qui a eu une amputation d'un membre, l'autre membre se muscle et s'hypertrophie, mais il y a pas, on reconstruit pas, l'organisme ne reconstruit pas le membre amputé. Mais là, le foie grossit en volume, augmente son volume. Certaines personnes qui ont subi une intervention du foie et des reins se disent heureuses à l'issue de ces interventions car leur vie s'est améliorée. La direction de l'hôpital militaire de Kanombe indique que sur 18 personnes qui ont été examinées depuis mardi de cette semaine, 8 d'entre elles ont des problèmes particuliers qui nécessitent une intervention chirurgicale. Jusqu'à présent, les médecins spécialistes ont opéré 3 patients. Normalement, ce genre d'intervention chirurgicale coûte entre 80 000 et 100 000 dollars américains. Ceux qui le font au Rwanda le font à un prix bas et utilisent les assurances de traitement dont ils disposent. Le 21 avril 1994, le gouvernement génocidaire continuait à mettre en œuvre son plan d'extermination des Tutsis dans toutes les régions du pays. En mémoire de cette période sombre et sans être exhaustif, faisons les rappels de quelques sites de massacres de Tutsis qui ont été commis le 21 avril 1994. Le détail avec Winnie Murunziz. Le 21 avril 1994, le Conseil de sécurité de l'ONU, dans sa résolution 912, a réduit le mandat de la MINUSMA à sa plus simple expression, ne lui laissant seulement que 250 militaires. Pourtant, le général Dallaire, qui était à la tête de la MINUSMA, envoyait chaque jour des rapports à l'ONU sur les massacres de Tutsis au Rwanda. Dallaire comparait la garde présidentielle à un virus des plus nuisibles. L'ONU n'a pas accordé de valeur à ces informations, a pris la décision d'abandonner le Rwanda à son sort et les massacres furent commis au grand jour. Le 21 avril est une date qui rappelle les grands massacres de Tutsis dans l'ancienne préfecture de Gikongoro au sud du Rwanda, à Murambi, à Chanika et à Kaduha. Alors que le génocide avait commencé dans les localités avoisinantes de Murambi, les Tutsis qui venaient de Mudasomwa, Kinyamakara, Musebeya, Muko et d'autres communes ont commencé à s'y réfugier.
Les Tutsis qui venaient à Murambi avaient été exhortés par les autorités locales à s'y rendre tous pour leur, disait-il, que leur sécurité puisse y être assurée, mais il ne s'agissait évidemment qu'un mensonge éhonté par le président du gouvernement génocidaire, Sindikugabo Théodore, et son premier ministre Jean Kambanda étaient récemment venus à Gikongoro tenir une réunion pour donner les instructions de déclencher le génocide. Après cette réunion, les autorités locales ont incité les Tutsis de se rendre à Murambi en leur affirmant mensongèrement qu'ils assureront leur sécurité. Arrivés à Murambi, les Interahamwe se sont mis à casser les canalisations qui approvisionnaient Murambi en eau pour pouvoir venir à plus tard tuer les Tutsis qui, assoiffés, seraient très affaiblis. Les réfugiés Tutsis subirent des attaques d'Interahamwe mais se sont défendus au début en utilisant des pierres et ont pu les repousser. Dans la nuit du 20 au 21 avril 1994, vers 3 heures du matin, les gendarmes ont commencé à lancer des grenades et à tirer sur les réfugiés Tutsis. Ensuite, les Interahamwe ainsi que des citoyens ordinaires, armés de gourdins, de machettes, de lances et de haches, ont achevé tous ceux qui n'avaient pas été tués par les armes à feu ainsi que les blessés. À Murambi, près de 50 000 Tutsis ont été massacrés. Quelques rescapés de Murambi se sont réfugiés à la paroisse catholique de Chanika, où se trouvaient déjà de nombreux réfugiés arrivés depuis le 8 avril 1994 en provenance des communes Karama, Kinyamakara, Nyamagabe, Rukondo, Karambo et d'autres. Après Murambi, les tueurs ont poursuivi leur plan macabre à Chanika le 21 avril 1994, où ils arrivèrent vers 10 heures du matin. Les Interahamwe et les gendarmes ont lancé des grenades sur les réfugiés de la paroisse et d'autres utilisèrent des armes traditionnelles pour tuer les Tutsis. Le même jour ont été tués près de 35 000 Tutsis. À cette même date du 21 avril, les Tutsis ont été massacrés à la paroisse catholique de Kaduha. Le 21 avril 1994 est arrivé un groupe de nombreux tueurs, dont des gendarmes, des réservistes, de l'armée et autres génocidaires venant des communes Muko, Karambo, Musange et Musebeya. Ils étaient armés d'un grand nombre d'armes diversifiées et ont encerclé les réfugiés. Le même jour, près de 45 000 Tutsis ont été tués à la paroisse catholique de Kaduha. Il y a très peu de survivants. Les analystes indiquent que les grands massacres de Gikongoro témoignent du rôle joué par le gouvernement génocidaire dans la préparation, l'exécution et la coordination des massacres de Tutsis. À Gikongoro, on trouve des morts dès le 8 avril. Et là aussi, on met le feu sur les collines, on commence à tuer les Tutsis. Voilà, donc il y a des responsables de Gikongoro qui étaient là, que ce soit les bourgmestres, que ce soit le fameux capitaine de gendarmerie Sebura, voire le préfet. Il y a des gens qui savent. Ça ne s'est pas déclenché comme ça par hasard. Que tous ces grands massacres-là, que ce soit au camp de Murambi ou dans les deux paroisses dont vous avez parlé, des massacres qui se produisent le 21 avril, dans la nuit du 21 avril, pratiquement à la même heure, effectivement, ça ne peut pas être une coïncidence. Il faut forcément que certaines personnes ou des autorités aient pu préparer ça. L'ancien préfet de Gikongoro, Laurent Buchibaruta, a été condamné en juillet 2022 à 20 ans de réclusion par la Cour d'assises de Paris pour complicité de génocide dans ces grands massacres commis à Murambi, à Chanika et à Kaduha. À part Gikongoro, les Tutsis ont été massacrés dans plusieurs autres endroits dans les communes Nhongwe et Ruhango. Dans la nuit du 20 avril 1994, tous les groupes de tueurs se sont rencontrés à la commune la nuit jusqu'au 21 avril 1994. Les militaires et les policiers ont tiré sur les réfugiés et lancé des grenades. Ceux qui fuyaient rencontraient devant eux des tueurs armés de machettes et d'armes traditionnelles qui les tuaient. La date du 21 avril 1994, des massacres de Tutsis ont également eu lieu à la paroisse catholique de Kalama, Runyinya, à Huye. Les massacres de Tutsis ont été signalés aussi sur la colline de Gashinge à Kamoni, au sud du Rwanda. La date du 21 avril est aussi celle des massacres de Tutsis en différents endroits de la ville de Butare. Les Tutsis qui s'étaient réfugiés au groupe scolaire officiel ont été tués par de nombreux Interahamwe et des militaires. Le même jour ont été tués les Tutsis à l'Université nationale de Butare.
beaucoup parmi les enseignants Hutus renseignés sur les positions de leurs collègues et des employés Tutsis. Le génocide perpétré contre les Tutsis a été planifié et mis en œuvre par l'État rwandais. Les massacres des Tutsis à partir du 7 avril 1994 au matin, en même temps et à travers tout le pays, est la preuve que le plan du génocide avait été préparé par l'État. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent fin d'après-midi en notre compagnie.